Merci pour votre accueil et pour cette soirée qui me donne l'occasion de parler de ce livre qui a été publié au mois de janvier, fin janvier cette année, dans un contexte que vous connaissez tous, qui est un contexte dans lequel la laïcité apparaît comme un objet politique dont on parle finalement assez peu ouvertement dans le débat public, même s'il est très présent. Donc c'est une sorte de paradoxe. Par exemple, vous avez vu ces dernières semaines avec les Gilets jaunes, il n'y a pas de revendication, il n'y a pas de manifestations avec des pancartes des Gilets jaunes sur la laïcité, sur c'est pas ces enjeux-là qui sont mis en avant. Pourtant, la laïcité est omniprésente en fait dans notre débat public aujourd'hui, dans notre démocratie, pas simplement sous les auspices, et c'est l'objet du titre de ce livre, la nouvelle question laïque, pas simplement donc sous les auspices d'une lecture stricte, juridique de la loi de 1905, la fameuse loi de séparation des églises et de l'État, mais comme un terme, la laïcité, qui renvoie, qui s'ouvre aujourd'hui sur tout un ensemble de questions qu'on pourrait essayer de résumer en disant ce sont les questions qui tournent autour de notre identité collective. C'est-à-dire qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce que c'est que la France, qu'est-ce que c'est qu'être français aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut comme modèle politique, économique, social, mais au-delà, culturel, au sens général du mot culturel, pas au sens des arts et de la culture, au sens de la culture commune. Qu'est-ce qui nous unit? Quelles sont ce qu'on appelle aujourd'hui les valeurs qui nous réunissent? Au nom de quoi on peut penser notre commun, d'une certaine manière, bien au-delà de toutes les différences multiples et variées de nos aspirations et identités les uns et les autres. Et en particulier en lien avec une histoire spécifique, qui est une histoire spécifiquement française. J'ai un collègue, Philippe Reynaud, qui sort un livre aussi sur la laïcité en ce moment, qui a sous-titré son livre « Une singularité française ». Et il y a effectivement une histoire particulière, qui n'est pas celle des autres pays, de nos voisins en particulier, dans la manière dont on a construit ce que nous sommes aujourd'hui dans le cadre républicain, et en grande partie dans à la fois une continuité et un affrontement avec un substrat culturel de très long terme, sur plusieurs siècles, presque un millénaire, de la France telle qu'elle a été bâtie par la monarchie, d'une France chrétienne, de ce qu'on a appelé les racines chrétiennes. Et c'est la spécificité française, c'est que notre manière de comprendre depuis aujourd'hui, depuis la Révolution française si on veut, mais surtout depuis la loi de 1905, si on parle de la laïcité stricto sensu, si on utilise ce terme stricto sensu, de comprendre le lien à cette histoire, et notamment à la religion dominante qui est celle de la terre française, et de tous les Français qui s'y sont... qui y ont vécu, qui y sont venus, etc., eh bien c'est une histoire qui lie intimement un rapport au long terme, un rapport à ses racines, à cette évolution, et puis ce moment où les Français ont décidé de rompre, au moins une partie d'entre eux, avec un certain nombre d'obligations qui étaient contenues dans cette histoire, à la fois de la monarchie et de l'Église, si vous voulez, pour simplifier, et de dire maintenant on s'émancipe de ça. Et la réalité de notre identité, c'est l'émancipation par rapport à tout cela. Sans avoir à renier l'histoire, mais en disant, voilà, la France, ce n'est pas que le sabre et le goupillon, ce n'est pas que l'État et l'État monarchique absolu et l'Église catholique. Donc, la laïcité, c'est une spécificité française, et cette spécificité, aujourd'hui, on en discutait juste avant de commencer la conférence, est une spécificité qui n'est pas
toujours très bien comprises en dehors de nos frontières, et de plus en plus, et c'est là le problème principal, à l'intérieur de nos frontières, par une partie des Français. Et c'est pour ça qu'il y a une question laïque aujourd'hui. Cette spécificité n'est pas très bien comprise parce que ce qu'elle induit dans le caractère, l'application d'un caractère à la fois rationnel et je dirais raisonnable à la gestion de la question de l'identité fondamentalement et notamment dans sa version, dans sa caractéristique religieuse, c'est quelque chose qui est aujourd'hui, la plupart du temps dans le monde, et notamment dans les représentations dominantes qu'on peut en voir à travers le cinéma, les séries télévisées, les représentations culturelles dominantes dans la mondialisation, et ce qui est véhiculé par toute une culture générale qu'on voit aujourd'hui, qui est plutôt d'inspiration anglo-saxonne, américaine pour dire le mot, mais enfin de manière très générale, qui est de cette mondialisation-là, si vous voulez, eh bien, ne porte pas la même manière de se comprendre par rapport à tous ces enjeux d'identité collective. C'est une manière beaucoup plus individualiste qui met en avant l'identité personnelle comme une liberté qui doit se traduire par un droit individualisé, et en particulier sur le plan religieux comme une forme de liberté sans contrainte et sans aucune entrave, sinon la liberté des autres. Eh bien, cela, c'est une manière de voir la relation aux autres, au commun, à sa propre liberté, à ses droits, etc., qui n'est pas la manière française. Et c'est une des plus grandes difficultés fondamentales, telluriques, si vous voulez, architectoniques, que l'on a dans ce monde actuel pour essayer de défendre, non pas notre exception culturelle, c'est pas de cet ordre-là, puisque nous proposons aussi à partir de notre histoire et de ce que nous sommes quelque chose qui dépasse très largement un simple contexte français, et il y a plein de gens dans le monde qui considèrent que notre manière de gérer, qu'on appelle la laïcité, les relations avec les religions, etc., dans notre société, est plutôt meilleure que celle qui s'applique dans leur propre pays. Donc il y a un caractère universel de ce débat. Mais enfin, nous sommes minoritaires. Et nous sommes contraints dans ce monde, aujourd'hui, tel qu'il est, tel qu'il va, par une vision générale qui n'est pas une vision laïque de la manière de comprendre la relation de la liberté à la croyance, de la manière dont on peut mettre en avant son droit, et ce qu'on appelle en France la liberté de conscience par rapport aux autres, etc. Et c'est un problème général dont nous n'avons pas tellement conscience, mais qui est pourtant fondamental. On parle beaucoup de la mondialisation en économie, on parle beaucoup des contraintes, de l'ouverture des frontières, des difficultés évidemment, que ça peut entraîner sur les transformations industrielles, les transformations du travail, les questions évidemment que vous connaissez bien, mais on parle moins du poids et de l'influence des modèles de représentation collectives et individuelles, culturelles, sur notre société. Et pourtant, on le voit chaque jour. Vous avez peut-être récemment suivi cette affaire, comme il y en a régulièrement dans l'actualité, du fameux hijab de course de Decathlon. Et là, on voit bien dans les réactions qu'il y a une forme de, si vous voulez, d'alliance ou de rencontre, de recoupement entre une logique individualiste, consumériste, du marché, c'est mon choix, je cours, je suis une femme musulmane, je cours, j'ai le droit d'avoir le vêtement qui correspond à ma religion, à ma foi, quand je cours. Et donc Decathlon me propose, comme Nike, comme d'autres marques, peu importe, cette possibilité. Donc je ne vois pas pourquoi et au nom de quoi, laïcité ou pas d'ailleurs, on m'empêcherait de disposer de cette possibilité, de cette facilité. Et ça devient un droit. J'ai le droit de courir avec un hijab. Et derrière, quand vous avez un raisonnement laïque, au sens français, que vous essayez d'expliquer que le problème, ce n'est pas un problème de savoir si on a le droit de courir ou pas avec un hijab. Le problème, ce n'est pas de savoir si
On doit empêcher les femmes de s'habiller comme elles le souhaitent, ou de pratiquer son culte, sa religion à la manière qu'on l'entend, de la manière dont on l'entend. Le problème n'est pas cela, c'est de réfléchir sur la signification d'une marque commerciale qui fait du marketing ciblé à raison d'un critère religieux. Hein, mais on pourrait déployer sur le marketing ethnique, etc. Enfin, on a aujourd'hui énormément de ce genre de cas. En tout cas, une marque commerciale qui veut faire de l'argent. Hein, ils ne font pas un hijab de course pour, contrairement à ce qu'ils ont raconté, pour aider à la cohésion de la société, etc. Une firme commerciale, c'est fait pour faire du profit. Logiquement, c'est pas mal ou bien, c'est comme ça, c'est une logique économique. Et que ça rencontre des aspirations identitaires très fortes, et notamment une aspiration très particulière au sein de la religion musulmane, là en l'espèce, qui est une aspiration à une réappropriation de la religion, pas seulement sur le plan de la foi, sur le plan de vivre sa foi, ça c'est pas le sujet, mais de montrer sa foi, de montrer, de visibiliser, de rendre visible sa foi, sa croyance, sa religion dans l'espace public, y compris quand on va faire son jogging toute seule dans le bois de Boulogne ou sur les quais de Seine. Donc cette idée, c'est le point de rencontre entre la société de consommation, les niches marketing, le marché, etc., et le moment dans lequel on vit, que j'appelle par ailleurs l'âge identitaire, l'âge de la réappropriation, de la réinvention aussi des identités. J'en parlerai tout à l'heure sur le halal, par exemple, qui est une réinvention très récente et qui correspond aussi à cette logique marchande. Et c'est une tenaille très puissante dans laquelle le laïc à la française qui réfléchit en disant « chacun s'habille comme il veut, chacun fait ce qu'il veut », mais à partir de cette liberté, c'est pas « c'est mon choix », c'est pas toute opinion, toute volonté, tout désir est légitime en soi comme ça parce qu'il existe. Non, la liberté individuelle, c'est quelque chose qui se construit collectivement. Ce sont des droits qui ont été acquis avec parfois beaucoup de drames, beaucoup de difficultés. C'est le résultat d'un processus, d'une histoire. C'est un résultat collectif et c'est un exercice collectif. Et c'est une réflexion, évidemment, en l'espèce, sur le statut de la femme, sur la différence entre l'homme et la femme, sur ce que signifie le hijab dans l'islam par rapport à la lutte de certaines femmes dans l'islam de musulmanes elles-mêmes, pas comme ça des hommes non musulmans qui décident que les femmes ne doivent pas porter ou doivent porter. Non, c'est à l'intérieur. Donc, quand on commence comme ça, en se disant il faut réfléchir à la liberté. La liberté, on sait depuis longtemps, depuis le XVIIe siècle, que la liberté, c'est pas comme ça la licence, comme disait Spinoza. La liberté, c'est aussi la responsabilité, c'est la conscience de ses limites, c'est la conscience qu'on peut être libre parce qu'on vit dans une société de liberté, et non pas juste parce qu'on le souhaite comme ça n'importe comment. C'est toute la question de la servitude volontaire, c'est la question des déterminations, la question de l'inconscient, etc. Donc, et là, évidemment, la tenaille marché-identité, par rapport à une réflexion qui se veut construite, qui s'organise, qui est quelque chose qui demande à la fois éducation, temps, réflexion, recul, évidemment, vous voyez qu'on est perdant tout de suite. Donc c'est ça la grande question aujourd'hui. Et c'est pour ça que se pose aujourd'hui à nouveau frais la laïcité. Il y a encore... même pas remonter à une trentaine d'années, mais il y a encore même peut-être 15 ans, 10, 15 ans, on ne se posait même pas la question de la laïcité. Hein, c'était, je dis ça au début de mon livre, c'était comme l'air qu'on respire. On n'y pensait pas. Alors il y avait de temps en temps la querelle scolaire qui venait rappeler que il y a quand même eu dans l'histoire deux France, hein, on disait les deux France, celles qui croient, celles qui ne croient pas, celles qui se sont affrontées évidemment au moment de la loi de 1905, la France catholique qui a été battue d'une certaine manière, les deux France qui se sont réconciliées dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, etc. etc. Enfin, il y avait régulièrement la querelle scolaire. Les plus anciens d'entre vous se souviennent de 1984,
de la grande mobilisation de l'école privée avec l'Église catholique contre la réforme Savary qui voulait réunifier le service public de l'éducation. En revenant sur la loi Debré de 1959 qui attribue des subventions publiques aux écoles confessionnelles au nom d'un contrat d'association pour le service public d'éducation. Bon, donc il y avait une sorte de scénographie assez classique sur la laïcité qui se jouait surtout autour de l'école. Bon, et puis, évidemment, les laïcs traditionnels qui demandent qu'on abolisse le concordat en Alsace-Moselle, bon, des choses... bon, ok. Enfin, ça allait presque de soi, ça faisait partie de la conversation nationale, si vous voulez. Bon, on n'était pas forcément d'accord, mais enfin, on partageait les mêmes... voilà. Évidemment, pourquoi nouvelle question laïque? Pourquoi on se repose la question de la laïcité? Parce qu'en 30 ans, il s'est passé énormément de choses, et notamment... l'irruption, le terme est impropre, la montée en puissance, l'installation en France d'une religion qui n'y était pas, qui n'y avait pas sa place auparavant, au moins en France métropolitaine. La question coloniale est évidemment centrale, mais elle se posait sous des formes différentes, dans des territoires éloignés et sous des conditions particulières, je vais y revenir ensuite. Mais l'islam qui s'est installé avec l'immigration... Il faut que je fasse attention à celui-là. L'immigration à partir des années 60 et 70, c'est une immigration d'installation, le regroupement familial à partir des années 70, qui a installé des populations de plus en plus nombreuses de culture et de religion musulmane, venues principalement évidemment de l'ancien empire colonial français. Et cette installation qui est montée en puissance a commencé à être rendue visible, notamment par un certain nombre de pratiques religieuses à partir des années 80. On parlait à l'époque d'un islam des caves, parce qu'il n'y avait pas encore de mosquée construite, à part la grande mosquée de Paris construite dans les années 20, à part une ou deux exceptions, il n'y avait pas d'édifice du culte. En 30 ans, se sont construites 2500 mosquées en France. Hein ? Donc c'est considérable. Et je reviendrai sur les questions de financement tout à l'heure, mais hors de tout financement public. Hein. Alors il y a des terrains donnés par les communes, etc. Il y a des éléments, hein, mais l'islam, en 30 ans, est devenu la deuxième religion française. Hein, donc c'est considérable ce qui s'est passé. Hein. Et le deuxième élément qu'on peut signaler, c'est que pendant ces 30 années, où on dirait maintenant, je dis 30, mais enfin je prends 89 comme point de départ, je vais revenir sur cet événement qui s'est passé en 89 avec la première crise dite des foulards à Creil, au collège de Creil, où il y a eu les premières filles, les jeunes filles qui portaient le voile, qui ne voulaient pas l'enlever pour aller en classe, je reviendrai là-dessus après, mais on pourrait même dire 40 ans. 79, la révolution iranienne, qui va marquer un coup fondamental dans le monde musulman en général, au-delà des différences et des divisions de ce monde, hein, qui sont nombreuses, comme vous savez, pas seulement chiites, sunnites, mais de manière très très large. Il y a beaucoup d'islam, hein, depuis l'Indonésie jusqu'au Maroc, des islams européens jusqu'au sud de la bande sahélienne, donc on a des islams extrêmement différents. Mais donc 30-40 ans, l'installation d'un islam en France et d'un islam français s'est faite en même temps que dans cet islam, il y a eu cette réappropriation identitaire, avec des nouveaux courants ou des anciens courants qui se sont radicalisés, fondamentalistes, intégristes, là aussi différentes formes. On parle beaucoup aujourd'hui du salafisme, mais ce n'est pas la seule, où à l'intérieur de l'islam, vous avez eu une réappropriation identitaire par certains groupes, par certains auteurs, par certains religieux, etc., une réappropriation identitaire de l'islam avec ce que des chercheurs, des sociologues ont appelé une islamisation de l'islam, c'est-à-dire qu'à partir d'islam qui étaient des islams assez traditionnels, des manières de vivre locales, avec beaucoup de droits coutumiers, etc., comme on en trouvait notamment au Maghreb, vous avez eu une forme d'idéologisation, pourrait-on dire, c'est-à-dire avec des préceptes, des prescriptions extrêmement dures qui se sont imposées de plus en plus à des populations.
et avec des drames considérables. On parle beaucoup de l'Algérie en ce moment. Vous vous rappelez ce qui s'est passé évidemment dans les années 90. On peut aussi voir ce qui s'est passé en partie en Égypte avec les frères musulmans, ce qui se passe depuis des années en Turquie, qui est une conséquence de cela. Bien sûr, l'Iran depuis 1979, la péninsule arabique avec les wahhabites en Arabie Saoudite, etc., etc. Donc partout, on a eu, puis l'islam asiatique aussi, on pourrait aussi faire la même chose, parler de l'Afghanistan dans les années 80, avec la radicalisation dans la guerre contre les soviétiques, enfin, etc., etc., d'où est né les talibans, Al-Qaïda. Bon. Donc on a un paysage musulman qui s'est transformé en 40 ans, qui ne doit rien à la France, mais qui est le contexte d'ensemble. Et les musulmans en France et les concitoyens de religion, de culture musulmane ont été, en plus on est à l'âge de l'ouverture des communications internationales, du numérique, etc., dans toute cette période, donc ont été évidemment aussi influencés par tout cela. Donc ça a conduit à une présence et une forme et des revendications particulières qui ne sont pas seulement religieuses, légitimes, de gens qui veulent vivre leur foi librement et pour lesquels le cadre laïque français est tout à fait adapté. Avec cette séparation, cette liberté de conscience et de culte, tout ce qui est rappelé dans la loi de 1905, il y a cette possibilité. Mais à l'intérieur, cette idée que la religion n'est pas seulement une pratique, n'est pas seulement une foi et une pratique cultuelle, que c'est aussi une identité. Et une identité culturelle, une identité qui donc se revendique comme telle, comme distance, comme distanciation plus précisément, comme par rapport à une identité qui est différente, qui est vue comme différente, qui serait l'identité du pays d'accueil, des Français au sens général, etc., voire de l'islam tel qu'il existait, tel qu'il était institutionnalisé en France, à travers la mosquée, la grande mosquée de Paris, etc. Donc une identité qui se revendique comme quelque chose qui est en décalage, voire en rupture avec l'identité commune, et de réappropriation de sa propre culture à travers une relecture de l'histoire coloniale, en disant par exemple nous étions les colonisés, aujourd'hui nous sommes toujours les colonisés, même si nous sommes ici et désormais français, on est traités comme si on était toujours des colonisés. Enfin, vous voyez tout ce discours qui n'est pas strictement religieux, mais dans lequel l'islam est embringué, utilisé, bien souvent instrumentalisé au service de cette réappropriation et de cette revendication contre la société d'accueil et, entre guillemets, d'intégration. Parce que le dernier élément qu'il faut signaler, c'est que pendant cette période de 30-40 ans que je décris rapidement ici, évidemment, on est aussi pendant la période de la crise économique. On est aussi pendant la période où c'est devenu beaucoup plus difficile d'intégrer cette immigration nouvelle. C'est pas que ça a été facile pour les vagues d'immigration du passé, pour les Italiens, les Polonais, les Espagnols, les Portugais qui sont venus en France. C'est pas que ça a toujours été tout rose. Quand il y avait à Aigues-Mortes les pogroms contre les Italiens, c'était pas bon. Voilà, ça s'est pas passé facilement. Mais il y avait des moments où c'était beaucoup plus facile grâce à la croissance économique, où il y avait au moins sur 2 générations la possibilité pour ces enfants d'une mobilité, d'une ascension sociale, etc. Là, cette installation de l'islam en France, par les populations de l'immigration, etc., s'est faite au plein cœur de la crise économique qu'on vit depuis les années 70 et 80. Chômage de masse, précarité sociale accrue, stagnation du pouvoir d'achat. Enfin, je ne vous fais pas un dessin, vous connaissez. Et donc, évidemment, ça a encore accru la difficulté dans un pays où la perspective d'intégration, la perspective de pouvoir, au moins même sur plusieurs générations, s'en sortir, a été réservée finalement à une petite partie de cette immigration.
et qui réussit d'ailleurs plutôt bien aujourd'hui, hein, avec une intégration de toute une partie minoritaire, mais une partie qui existe quand même, qu'on ne voit pas assez sans doute et qu'on ne met pas assez en avant, mais qui est très importante, parce qu'on voit que y a quand même une partie quand même du modèle d'intégration français qui continue de fonctionner malgré tout, malgré les difficultés, malgré les revendications identitaires, malgré les difficultés économiques, malgré le contexte international qui ne favorise pas, etc. etc. Bon. Mais ça n'a pas été facile. Donc les ghettos urbains, la question, la naissance des banlieues. Dans mon livre, au début, j'analyse justement, dans les années 80, le passage, vous savez, de ceux qu'on appelait les immigrés, et puis on les a appelés les beurs, au début des années 80, avec la fameuse Marche des beurs, hein, en 1983. Marche des beurs, qui est un titre de Libération, du journal Libération. Hein, c'était la marche contre le racisme et pour l'égalité, qui deviennent des beurs, et puis très vite, ils vont être de moins en moins des beurs, des Arabes, des beurs, des Maghrébins, de plus en plus des musulmans. Parce que précisément monte dans l'actualité internationale toute la question de l'islam comme une revendication d'identité propre, qui dépasse les différences de pays, etc. On voit, les années 80, donc c'est la lutte des Moudjahidines contre l'Union soviétique en Afghanistan, c'est la guerre Iran-Irak après la révolution iranienne, et puis très très vite, il y aura la guerre du Golfe début des années 90, hein, avec Saddam Hussein et le Koweït, vous vous rappelez, c'est le début d'Al-Qaïda très tôt, qui fait le premier attentat au World Trade Center en 93, hein, ils ont mis un camion qui n'a pas explosé comme il aurait fallu sous le World Trade Center, ce qu'ils réussiront avec les avions, évidemment, quelques années plus tard, comme vous savez. Et en France, tout cela va avoir une influence importante, parce qu'il va y avoir effectivement dans l'installation et dans les flux de population, un certain nombre d'imams, en particulier qui sont des imams fondamentalistes, qui vont créer des petites communautés dans les banlieues, qui s'installent, etc. Et vous avez les premières revendications, les premiers chocs, les premiers combats menés par cet islam de combat, à partir de 89 avec l'affaire de Creil, où les 3 jeunes filles qui ne veulent pas retirer le foulard sont en fait prises en main par des associations, dont avec leurs parents, etc., mais derrière, avec des gens qui ont quand même des intentions qui sont de pousser, de tester les limites et de pousser, et c'est pas pour rien que ça se joue à l'école, évidemment, le modèle républicain. Et là commence l'histoire qu'on connaît autour, évidemment, de cette question du voile, qui est une question qui concentre toute cette tension identitaire. Hein, et là, ça c'est quelque chose sur lequel j'insiste aussi dans le livre, et je crois qu'il est utile de le dire, la réaction de la société française, des institutions, à l'époque du gouvernement, on est dans le gouvernement, on est dans le 2e mandat de François Mitterrand, réélu en 88, qui s'est beaucoup appuyé aussi sur cette jeunesse des banlieues pour compenser la perte de l'électorat populaire de 81, hein, donc avec SOS Racisme, etc., qui a quand même aussi, il y a eu des manipulations politiques, hein. Les beurs, il les a emmenés pour voter pour lui, pour compenser la perte d'une partie de l'électorat ouvrier en particulier. Donc on est au début du 2e mandat de Mitterrand, on est au gouvernement Rocard, et le ministre de l'Éducation nationale, c'est Lionel Jospin. Et Lionel Jospin va réagir, et c'est pas... beaucoup de gens aujourd'hui disent, dans le milieu laïque, mais Jospin, c'est à cause de lui, il a laissé faire, il n'a pas été suffisamment ferme, etc. Mais il ne faut pas jeter la pierre à Lionel Jospin. À l'époque, personne ne sait comment faire et quoi faire. Il n'y a que quelques esprits peut-être plus vigilants et plus articulés qui vont signer le fameux texte dans le Nouvel Observateur. À l'époque, ça s'appelle comme ça, le Nouvel Observateur. C'est Elisabeth Badinter, c'est Alain Finkielkraut, c'est Régis Debray, c'est Catherine Kinsler, c'est Elisabeth de Fontenay qui signe un texte en disant cette affaire des voiles et la réaction du ministère de l'Éducation nationale, Lionel Jospin, qui dit bon,
faut pas s'énerver, ces jeunes filles doivent avoir le droit de suivre leurs cours, etc. Évidemment, faut pas faire de prosélytisme religieux, ça, bien sûr, mais enfin, il faut s'arranger, il faut pas qu'elles puissent pâtir du fait qu'elles ont leur liberté de culte, en gros, de religieuse, de culte, par rapport à l'école. C'est en gros ça, le Né Jospin s'appuie sur un avis du Conseil d'État qui va dans ce sens-là, etc. Une vision très libérale, tolérante, etc. Qui paraît à l'époque, moi j'ai repris les débats de l'époque, la presse de l'époque, qui paraît très très majoritaire, sans aucune difficulté. Même un Malik Bouti à l'époque trouve ça tout à fait normal. Hein, donc il n'y a que ces esprits peut-être républicains un peu plus articulés, les philosophes, des gens qui disent mais non, c'est le Munich de l'école républicaine ce qui se passe. C'est-à-dire que si on accepte que ces jeunes filles portent le voile à l'école, on accepte finalement que l'école de la République ne soit plus un lieu particulier où on éduque les consciences. Et c'est la première fois que le lien est fait avec le féminisme, de la laïcité avec le féminisme, historiquement en France, et qu'en particulier ça pèse évidemment d'abord et avant tout sur les jeunes filles, sur les femmes. Parce que c'est elles qui portent le poids de l'inégalité de la religion par le fait qu'elles sont obligées, elles, de se couvrir par rapport aux hommes. Donc, à l'époque, on est dans une difficulté de comprendre ce qui se passe. Et ça va durer un bon moment. Et il va falloir plus de 10 ans, jusqu'à la loi de 2004, qui va interdire les signes religieux visibles, ostensibles, dans l'enceinte scolaire. Mais c'est une loi qui va venir en 2004, après le 11 septembre 2001, après les attentats, qui frappent, parce que là, la revendication identitaire fondamentaliste, qu'on va commencer à appeler islamiste, apparaît dans toute son horreur, dans une espèce de méga attentat comme on n'en avait jamais imaginé. C'est le moment aussi où il y a toute une prise de conscience dans la société. Il y a un certain nombre de travaux, de rapports. Pour ceux qui connaissent le rapport Aubin, c'est l'époque du rapport Aubin dans l'éducation nationale, de l'inspecteur général Aubin, qui décrit beaucoup de faits dans les écoles, de témoignages d'enseignants qui décrivent des refus d'élèves en cours d'histoire d'aborder certains sujets, notamment la Shoah, des refus de manger avec les enfants qui mangent du porc quand les élèves musulmans ne veulent plus manger à la même table que les enfants qui mangent du porc, etc., etc. On commence simplement. On commence à avoir conscience de ça. Il y a la commission Stasi qui prépare la loi de 2004, enfin qui va déboucher sur la loi de 2004. On a tout un ensemble de réflexions. Mais on est déjà très tard, si vous voulez, dans l'histoire. Donc, la nouvelle question laïque, elle met du temps à se formuler. Et puis, vous avez une résistance, une forme d'inertie. Hein. C'est comme les généraux qui préparent toujours la guerre d'avant, hein, et qui sont toujours surpris par les conditions de la guerre nouvelle qui arrive. C'est la même chose. Il y a une forme d'inertie politique générale. Et on le voit bien en particulier, ça je l'analyse, c'est une autre partie suivante de mon livre, sur la politique autour de cette question de la laïcité. C'est-à-dire que quand j'ai décrit traditionnellement le débat sur la laïcité, on avait la gauche laïque, Bouffe-Curé, anticléricale, qui y allait, alors ça c'était très clair, pas toute la gauche, mais enfin il y avait un fort prisme de ce côté-là. Et puis à droite, on défendait plutôt, là aussi, pas toute la droite, hein, enfin on défendait plutôt l'Église catholique, l'école privée. En 84, c'est la droite, l'Église catholique, qui défendent l'école privée dans la rue contre le gouvernement de gauche, hein, la gauche unie. Hein. Donc on avait un schéma assez lisible. Et ça datait évidemment du début du XXe siècle. Aujourd'hui, et avec cette évolution, avec la nouvelle question laïque et ce que je viens de décrire, on est dans une situation, et ça commence dans les années 90 et les années 2000, où tout cela est complètement balayé. Et vous avez notamment à gauche une impossibilité absolument, ça je m'y attarde beaucoup parce que j'intéresse beaucoup à la gauche, une impossibilité de penser la nouvelle question laïque. Pour dire les choses simplement, quand il s'agit de critiquer
l'Église catholique, quand il s'agit d'être laïque, voire anticlérical. L'esprit Charlie Hebdo, quand il s'agit de se moquer du pape, quand il s'agit évidemment, et à fort juste titre, d'aller railler, et même plus que ça, il le mérite, Barbarin, etc. Là, il n'y a pas de problème. Là, tout le monde est laïque. Mais quand on parle de l'islam, là, c'est différent. Et là, il y a une dichotomie, si vous voulez, il y a un décalage qui est extrêmement problématique. Et pourquoi? Parce que l'islam, c'est dans l'esprit général de beaucoup d'intellectuels, de beaucoup de responsables politiques, de beaucoup d'élus, de militants, de gauche, syndicaux, je dis politiques au sens général, hein, associatifs, syndicaux. Moi, je le vois à l'université, hein, dans les disciplines des sciences sociales, chez mes collègues. L'islam, c'est pas pareil. L'islam, c'est la religion des dominés. C'est une religion de dominés, c'est une religion de minoritaires, c'est une religion de gens qu'on a colonisés. Donc, avec eux, on ne peut pas vraiment être laïque comme on est avec les catholiques, avec les protestants, avec les juifs, etc. Ça, c'est pas possible. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et évidemment, quand on est dans le contexte que j'ai rapidement décrit, ça pose une question fondamentale, c'est-à-dire comment on défend la laïcité face à la nouvelle question laïque qui se pose à nous. C'est-à-dire comment on va pouvoir dire à nos concitoyens, quelle que soit leur confession, qu'ils en aient une ou qu'ils n'en aient pas, qu'ils en aient une et qu'ils la pratiquent comme ils l'entendent, etc. Vous êtes tous, d'abord et avant tout, des citoyens français. On a un certain nombre de règles communes. Et ces règles communes, l'idée, c'est qu'en les respectant, c'est précisément comme ça qu'on est français ensemble. Et on ne se préoccupe pas de savoir après, une fois qu'on sort de ces règles communes et qu'on n'est plus dans ces préoccupations, comment on vit sa foi, est-ce qu'on est musulman, chrétien ou pas, de telle manière, est-ce qu'on bouffe du curé, c'est pas le problème. Et là, le fait de dire, non, aux musulmans, on ne peut pas dire ça, c'est déjà un problème en soi. Et ça, on le voit de manière extrêmement large à travers toute la gauche. Et ce n'est pas juste un constat d'observateur, c'est un drame politique pour la gauche. Parce que ça participe de l'effondrement, je parlais d'architectonique politique tout à l'heure au début, de tellurique, si vous voulez, ça participe de l'effondrement architectonique de la gauche dans ce pays. C'est-à-dire qu'il y a le fait de ne pas vouloir reconnaître qu'il y a une question fondamentale et qu'il y a dans une partie de l'islam un défi à la laïcité républicaine qui se pose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans d'autres religions, etc., mais qui est très particulier, qui se pose dans des conditions historiques particulières, qui a des formes extrêmement visibles, etc., de revendication de visibilité, etc. Le fait de ne pas le reconnaître et de ne pas dire « voilà comment, de manière laïque », on n'y répond pas en disant « nous sommes une civilisation chrétienne depuis le temps des cathédrales et finalement ça va se régler par la croisade, cette histoire, et le choc des civilisations ». Non, ça c'est une réponse qui est faite par une partie du champ politique français. Vous voyez de quel côté? Plutôt tout là-bas à droite, et encore ça s'est étendu vers la droite, notamment au moment de Sarkozy, etc. Mais enfin, ça c'est une réponse. Mais s'il n'y a que ça comme réponse, et parmi les musulmans, il y en a qui n'attendent que ça, visiblement, eh bien, il n'y a plus de France. On n'est plus... voilà. Il y a, je ne sais pas quoi, moi, les royaumes chrétiens qui font la croisade contre les musulmans. Bon, ok, très bien. Mais c'est pas, on voit bien que c'est pas le sujet, même si on a vécu ça beaucoup ces dernières années, en Irak, etc., avec l'invasion par les États-Unis. Bon, il y a eu un peu de ça, mais nous, on a quelque chose d'autre à dire. La France qui refuse de suivre les États-Unis en 2003 en Irak, ça signifie quelque chose quand même. Donc, ça veut dire que la proposition laïque républicaine de dire voilà, il y a la possibilité d'un commun à un certain nombre de conditions qui sont des conditions, il y a certainement des conditions restrictives, mais enfin c'est quand même des conditions de liberté très étendues, comme on en trouve dans très peu d'autres pays,
notamment en matière religieuse. La France, la laïcité, c'est une grande liberté religieuse. Ces conditions, c'est les conditions fondamentales de pouvoir continuer, ce commun, de mettre en commun nos différences, nos croyances, etc. Or, ça, c'est un discours qui est quasiment impossible à tenir à gauche, qu'on ne trouve quasiment pas dans la gauche. Pour des raisons de construction, de culpabilité coloniale, une grande partie, vous le savez, de l'histoire de la gauche française, la gauche française s'est refondée dans la guerre d'Algérie et dans les suites de la guerre d'Algérie. Donc il y a eu un moment extrêmement important, notamment pour la gauche dite démocratique, etc. Là, il y a une sorte de théorème d'impossibilité qui pose énormément de problèmes, parce que le combat laïque, c'est d'abord et avant tout, il était d'abord et avant tout porté historiquement, et ça a un sens si on parle du rationalisme, des Lumières, des valeurs de la République, de l'émancipation, de l'égalité des citoyens, etc., par la gauche. Et quand vous discutez avec des catholiques de droite, qui ont ce qu'on appelle la droite des valeurs aujourd'hui, de manière un peu étrange, mais enfin, quand vous discutez avec eux de laïcité, alors eux, ils sont d'accord pour appliquer la laïcité contre l'islam, et laïcité devient une arme de combat contre l'islam, au nom de la préservation de la civilisation française et de la France très chrétienne, si vous voulez. Et donc là, on est dans un dérapage complet du système, et c'est ce que j'appelle le décalage entre la carte et le territoire politique sur la laïcité. C'est-à-dire que la carte traditionnelle qu'on dépliait comme ça pour voir où étaient les laïcs, ceux qui étaient contre la laïcité, qui défendaient l'Église, etc., puis finalement qui s'y ralliaient, mais bon, à des conditions, qu'on finance l'enseignement privé, enfin vous voyez, tout le compromis qui est... Bon, la carte ne correspond plus du tout au territoire aujourd'hui. On ne peut plus s'orienter. Parce qu'on a des gens qui qui ont complètement abandonné la laïcité, quand il s'agit des musulmans, la gauche, pour simplifier. Et puis on a à droite et très à droite des gens qui instrumentalisent la laïcité. Marine Le Pen, la grande rupture avec son père en 2010-2011, quand elle prend la tête du Front National, c'est la laïcité notamment. Le père Le Pen, il ne parlait jamais de la laïcité. La laïcité, c'était les laïcards. C'était Maurras. C'était l'héritage de l'extrême droite française, avec les catholiques intégristes, etc. Donc c'était l'horreur. Il n'y a pas un mot sur la laïcité au Front National avant les années 2010-2011. Le Pen, Marine Le Pen, comprend, notamment par rapport à Sarkozy, qui a beaucoup instrumentalisé la laïcité pendant son quinquennat, Marine Le Pen se saisit du terme et en fait un point fondamental du programme du Front National. En disant, le Front National, moi, je vais vous défendre, elle commence dès ses conférences de presse de 2010, avant même d'être présidente du Front National. Elle dit, moi je vais défendre les femmes, les juifs et les homosexuels contre les musulmans. Parce que c'est eux qui sont les premières victimes des musulmans. Et ça, c'est la laïcité qui va le permettre. Donc vous voyez comment elle retourne. Donc on est dans un paysage, dans une situation où il est extrêmement difficile de parler de ces problèmes. Vous avez une gauche qui dit non, la laïcité, les musulmans, ça c'est pas la laïcité. Les musulmans, c'est la domination, c'est le colonialisme, ce sont des gens qui sont ghettoisés, c'est une question... il n'y a pas, la laïcité ne s'applique pas, ne peut pas s'appliquer. Et puis de l'autre côté, la manipulation. Voilà. Et au milieu de ça, je terminerai par là, vous avez les laïcs
au sens où M. Jourdain faisait de la prose, hein, laïque, l'immense majorité de nos concitoyens qui sont laïques, qu'ils soient croyants ou pas, qui sont laïcs jusqu'au bout des ongles, laïcs à la française, qui considèrent que la religion c'est très bien, mais ça n'a pas à interférer dans la vie publique et civile, et que tout cela ne doit pas déborder, et que quand ça déborde, il faut y mettre bon ordre, et qu'ils ne trouvent plus personne pour y mettre bon ordre, pour les raisons qu'on a dites avant. Et à tous nos concitoyens, et parmi eux beaucoup de musulmans, qui ne demandent que ça, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, est-ce qu'on leur dit, je reviens au début de mon propos, est-ce qu'on leur dit, finalement, on est dans un monde mondialisé, comme disait l'autre, les valeurs d'un libéralisme général, culturel qui s'est imposé, la tolérance, mon choix c'est mon droit, la liberté c'est mon droit, l'égalité c'est mon identité, c'est le monde McDonald's, venez comme vous êtes. Hein, et donc j'ai le droit de courir avec mon hijab parce que ça me chante et c'est comme ça, et j'ai le droit de montrer que je suis musulmane quand je cours, et c'est très bien, et personne n'a rien à y dire, et personne et dès que quelqu'un dit quelque chose c'est raciste, islamophobe, c'est pas possible. Bon, est-ce que c'est ça qu'on leur propose? Est-ce qu'on propose la tolérance? Est-ce qu'on propose l'interprétation de la loi de 1905 comme on le voit aujourd'hui au cœur même de l'État, chez des élus, au cœur même de l'État, à l'Observatoire de la laïcité, dirigé par Jean-Louis Bianco, où la laïcité, la loi de 1905, c'est l'article 1er, la liberté de conscience et la liberté de culte, qui est réduit finalement à la tolérance religieuse, à la liberté de croire ou de ne pas croire. Et vous voyez, c'est une définition qu'on donne tout le temps, mais qui n'est pas fausse, mais qui est très très incomplète. Et quand vous dites comme ça sur un plateau de télé, etc., qu'est-ce que la laïcité, les gens vous disent, les responsables politiques, des gens très bien, etc., même les intellectuels, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. Mais non, c'est pas que ça la laïcité. C'est la liberté de conscience d'abord. La liberté de conscience, c'est pas forcément la liberté religieuse. Hein, dans l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est un des premiers textes laïque avant que le mot même ne soit inventé, il est inventé à la fin du XIXe siècle, c'est la liberté d'opinion, notamment religieuse. Notamment. Mais voilà. Donc la liberté de conscience, hein, les rédacteurs très attentifs qui utilisaient bien le français à l'époque de la loi de 1905 disent liberté de conscience. Ils ne disent pas liberté de croire ou de ne pas croire, liberté de religion. Et liberté de culte. Quand on croit, de pouvoir librement exercer son culte. Bon, très bien. Et puis, il y a l'article 2 de la loi de 1905, sur la séparation. Et là, on nous dit, Jean-Louis Bianco, observateur de la laïcité, ah ben ça, c'est la neutralité de l'État. Bon, c'est pas faux, mais c'est pas que ça. Parce que quand on vous dit c'est l'État, l'État doit être neutre, c'est-à-dire l'État ne doit jamais se mêler de religion. Très bien, effectivement. Mais la séparation, la neutralité de l'État, il n'y a pas besoin de la laïcité à la française. Dans tous les pays démocratiques, il y a de la neutralité de l'État. Vous n'avez pas un pays, y compris quand il y a une église d'État, l'église catholique en Italie, les églises luthériennes dans les pays scandinaves, l'église anglicane en Angleterre, ou pas d'église d'État, une séparation aussi, un mur de séparation comme aux États-Unis, enfin toutes les grandes démocraties, quel que soit le système, même si l'État, il y a une religion d'État, que la reine d'Angleterre est chef de l'église anglicane, mais il y a une neutralité. Il y a une neutralité vis-à-vis des autres religions. Et d'ailleurs, en Angleterre, où il y a une église d'État avec la chef de l'État, qui est aussi la chef de l'église, c'est là où il y a la plus grande liberté d'organisation communautaire des religions. Donc l'État est neutre, il laisse les religions, y compris pour les affaires civiles, avec des tribunaux civils communautaires, gérer les différentes religions. Donc ce n'est pas la neutralité de l'État, la laïcité, l'article 2. Non, la séparation des églises et de l'État, c'est la neutralité de l'État, effectivement, des agents publics. On n'a pas le droit de faire état de ses convictions religieuses quand on est agent public, et c'est très bien comme ça, de porter des signes. Bon.
Mais c'est surtout aussi la neutralité, enfin, neutralité, c'est beaucoup dire, le fait que les cultes sont séparés aussi de l'État, c'est-à-dire ne doivent pas influencer et ne doivent pas porter dans l'espace public, les services publics, là où il y a ce lieu d'exercice de notre commun de citoyenneté, etc., leur influence. Ça veut dire que la laïcité protège chacun de nos concitoyens, par exemple un croyant, de ses co-religionnaires et de l'influence qu'il peut leur faire subir, en exigeant qu'ils se comportent de telle ou telle manière, qu'ils prient de telle manière, qu'ils respectent le culte de telle manière, etc. C'est ça la laïcité. C'est ne pas laisser aux communautés religieuses la charge de gérer entre elles tranquillement la manière de croire ou de ne pas croire, etc. Et de dire que s'il y a un seul individu au sein d'une communauté X ou Y qui dit « moi, je ne veux pas croire », donc c'est toute la question qu'on appelle de l'apostasie dans les religions, c'est-à-dire le fait de pouvoir renoncer à sa religion pour en épouser une autre ou pas, que ne reconnaissent aucune des religions. Alors elles ne le reconnaissent pas dans leur dogme, hein. Elles sont obligées de reconnaître, évidemment, parce que précisément on a des lois qui protègent. Eh bien vous avez des pays où il n'y a pas la laïcité, qui sont des grands pays démocratiques, je parlais du Royaume-Uni tout à l'heure, où quand vous quittez votre religion, allez, quand vous êtes musulman, quittez votre religion. Il faut être sacrément fort, il y a une difficulté. Alors évidemment, si on vient vous contraindre, si on vous enlève, si on vous retient contre votre volonté, évidemment, ça tombe dans la loi pénale. Donc là, bon, la police intervient, etc. Mais tant que c'est pas comme ça, il y a plein de cas dans les mariages, etc., où c'est complètement inextricable, où le droit anglais n'a pas les moyens d'agir. En France, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pression, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des jeunes filles qui sont obligées de porter le voile parce que leur famille les oblige, leur milieu, leur quartier, pour ne pas être embêtées, etc. Bien sûr. Mais en France, la laïcité, normalement, protège l'individu comme citoyen de toute influence prosélyte, y compris de ses propres coreligionnaires. Donc la séparation, c'est la séparation entre l'État et les cultes, mais c'est aussi garantir qu'il n'y a pas d'influence de l'un sur l'autre et des cultes sur l'État au sens de la communauté des citoyens la plus large, et évidemment dans les services publics. D'où tous les problèmes à l'hôpital, les questions qu'on rencontre. Vous mentionnez que j'étais membre du Conseil des sages de la laïcité et de l'éducation nationale au début. On a eu là le rapport de toutes les équipes laïcité académique pour l'année 2018, janvier-novembre 2018, il y a à peu près 1000 cas qui sont remontés. C'est quand même très particulier, hein, parce que c'est pas que des enfants. Bon, il y a des enfants, il y a ceux qui refusent telle ou telle activité, bon, tel ou tel enseignement. Bon, ça c'est assez classique. Mais c'est aussi dans l'éducation des enseignants, des personnels de l'éducation. C'est des parents. Donc la laïcité, c'est fait pour protéger le citoyen, en particulier à l'école, évidemment, la construction de la conscience du citoyen à l'école, l'émancipation, l'éveil à la raison, etc., de le protéger de tout cela. Donc, c'est pas on ne peut pas laisser, y compris au cœur des institutions, je parlais de Jean-Louis Bianco, Observatoire de la laïcité, mais c'est tous les séminaires de formation de la fonction publique. Moi, je vois ça dans les écoles du professorat, les ESP, les écoles supérieures du professorat, là, qui vont s'appeler autrement. Là, il va y avoir une réforme à nouveau sur ce point, de la formation des maîtres, comme on dit, mais partout, la formation des surveillants, ce qu'on appelle les surveillants, des conseillers d'orientation, des conseillers, pas d'orientation, des conseillers principaux d'éducation, des CPE. Il y a l'idée que la laïcité, cette espèce de tolérance, cette séparation de neutralité de l'État réduite aux acquêts comme ça d'une forme de libéralisme où ce qui compte avant tout c'est la liberté de chacun, qu'il ne faut surtout pas contrarier, contredire et contre laquelle il ne faut rien dire, fait que on perd du terrain et qu'en face, les religions, j'ai parlé beaucoup de l'islam parce que c'est le problème principal, notamment en France, mais il y a dans d'autres pays, il y a aussi des pressions, notamment des sectes protestantes, des différentes formes d'évangélisme qui aujourd'hui pullulent dans la religion protestante.
qui font pression. Il y a des sectes de toutes sortes, il y a des problèmes avec les témoins de Jéhovah, il y a plein de sujets. Il y a des pressions religieuses pour pouvoir reconnaître, au nom de la liberté et du droit, qui est un droit essentiel à la liberté de conscience et de culte, devoir reconnaître des identités qui finissent par déborder et s'imposer aux autres. Pas seulement dans leur visibilité, parce qu'on va voir un minaret fleurir sur une mosquée ou des femmes voilées, uniquement des femmes voilées dans certains quartiers. Pas seulement ça oui, bien sûr. On ne va plus trouver tel ou tel commerce parce que tout va être un commerce pour les gens qui habitent là, de halal, etc. Bien sûr. Mais de manière générale, par rapport à, justement, ce qui fait notre commun. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous avons en commun? Est-ce que cette espèce de communautarisation, de séparation, de sécession d'une partie de nos concitoyens par rapport à la communauté nationale? Je vais vous donner juste un exemple, une anecdote pour terminer. C'était à Sarcelles, après les attentats de janvier 2015. Et je discutais avec des élus. Et je ne sais plus si c'est le maire ou un adjoint qui me dit ici, il y a les salafistes, une forte communauté salafiste. Ils disent, ils vont voir toutes les familles musulmanes à la sortie de l'école et tout, puis ils leur disent pourquoi vous mettez vos enfants à l'école publique là? Alors les autres, les mères musulmanes, parce qu'ils vont voir les mères musulmanes, hein, qui ont d'apparence, comme on dit, vous voyez, bon, avec le présupposé. Et donc, les mamans, elles disent, bah oui, on met nos enfants, bon. Ils disent, mais les terroristes, là, ils sont tous passés par l'école de la République. Vous voulez que vos enfants deviennent terroristes? Si vous ne voulez pas qu'ils deviennent terroristes, si vous voulez qu'ils deviennent de bons musulmans, il faut les mettre chez nous. Et le nombre d'écoles salafistes qui ouvrent est absolument considérable, partout. Enfin, dans tous les quartiers où il y a suffisamment de public. Donc, ce discours-là, enfin, la question de la nouvelle question laïque, c'est la question posée aux laïcs, je dirais. Parce que bon, que les salafistes tiennent un discours, ils font leur travail de salafiste, j'allais dire, hein, presque, vous voyez. Ils sont... alors il faut limiter, il faut fermer des mosquées quand ça va trop loin, quand il y a des liens avec le terrorisme, etc. Bon, ok, le départ en Syrie, tout ça, bon, ça c'est assez géré maintenant. Il a fallu les attentats, malheureusement. Enfin, c'est géré du point de vue de la sécurité publique. On a des dispositifs maintenant, y compris en prison, etc. Bon, il y a c'est géré. C'est géré. Bon, mieux qu'avant, disons. Quand on parle avec les professionnels, c'est géré mieux qu'avant. Il y a toujours évidemment des cas et des trous dans la raquette, comme disent les professionnels de la sécurité, mais enfin, bon. Mais la question, c'est pas celle-là, la question, c'est celle du combat politique, culturel, général, c'est-à-dire vous et moi, les citoyens. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Il ne faut rien laisser passer. Donc, si je reviens à cette histoire de hijab de course, là, de décathlon, ça veut dire qu'il ne faut pas laisser passer. Ça veut dire que malgré la tenaille entre le marché et l'identité, être citoyen républicain laïque, c'est dire ça, c'est pas possible. Pas pour empêcher une jeune femme de courir comme elle veut, si elle veut mettre une cagoule sur sa tête et suer de la tête quand elle court, libre à elle. Chacun son truc. C'est pas ça. C'est de dire, c'est un symbole, c'est un signe qui n'est pas acceptable. Pour la condition de la femme, pour la pression que ça induit sur les coreligionnaires musulmans, etc. Parce que finalement, la bonne musulmane, c'est celle qui se couvre, hein, dans ce discours-là, donc, etc., etc. Donc, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, c'est une responsabilité collective. La nouvelle question laïque, elle se pose à tous les laïcs. C'est-à-dire que la réponse, elle est ce qu'on va en faire. Il ne faut pas attendre de l'État, de la réforme de la loi de 1905, etc. Ce n'est pas comme ça que ça va fonctionner. Voilà. Bon, je m'arrête là, j'ai parlé trop longtemps.